Eh bien le bonjour, nous sommes en décembre, le dernier mois de l'année 2025. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre qui m'a retourné le cerveau sur plusieurs points. Il s'appelle Rework. Et en fait, il est tellement bon et tellement dense que je vais très probablement faire plusieurs épisodes sur ce livre. Donc là, ce sera sur les premières parties. Je vais vous annoncer tout ça un peu plus en détail dans cet épisode. Donc bien sûr, on va voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place, tous les conseils de ce livre qui sont vraiment brillants dans le contexte de notre vie en Europe de l'Ouest pour la plupart des auditeurs. Et vraiment, c'est une mine d'infos. Chaque fois que je lis une page, je me dis punaise, mais ils ont vraiment vu le mot juste. Donc moi, le livre, je l'ai en anglais. Il s'appelle, on me l'a offert pour rien vous cacher, j'en avais jamais entendu parler. Il s'appelle Rework. Change the way you work forever. Donc je les ai détaillés en fait. J'ai pris plein de parties du livre pour faire l'épisode. Je vais dire les titres en anglais parce que je les ai pas en français vu que j'ai le livre en anglais. Mais si vous voulez lire ce livre, il s'appelle Rework aussi. Et j'ai vu en français, il existe. Il s'appelle Réussir autrement. Et donc les deux auteurs, en fait, vous en avez sûrement jamais entendu parler. Ils s'appellent Jason Fried et David Heinemeier Hansen. C'est un Américain et un Anglais et un Danois, pardon. Et ils ont fondé une société de logiciel qui s'appelle Basecamp. Franchement, je connais pas le logiciel qu'ils ont fait. Ils sont multimillionnaires visiblement. C'est pas Elon Musk ou Jeff Bezos. Mais justement, c'est ça que j'ai bien apprécié dans le livre. Il donne plein de bons conseils. Je trouve que ça sert vraiment à rien d'essayer de copier la vie d'un milliardaire. De toute façon, spoiler alert, vous le serez probablement jamais. Et c'est pas grave du tout. C'est pas pour ça que vous serez malheureux. Mais voilà, ils sont pleins de bon sens, c'est pragmatique et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un premier épisode sur base des thématiques de ce livre. Bien sûr, adapté à sera un prétexte et un support pour l'adapter à notre quotidien d'entrepreneur investisseur et bien sûr même de salariés et dans vos vies personnelles également. Peu importe ce que vous faites, je pense que c'est vraiment un livre qui est hyper intéressant. Et puis forcément, je vais mettre ma dose d'Européens de l'Ouest, même si un des deux est danois, mais je pense qu'il a passé beaucoup de temps aux US, donc c'est pas tout à fait la même façon de penser. Donc voilà, carrément l'épisode, je vous l'annonce d'avance, il aura deux grosses parties et en tout ça fera une vingtaine de parties. Donc j'ai préparé le plan. Voilà. Donc ça, ce sera peut-être que ça vous fait pas rêver pour l'instant. Vous dites, mais c'est quoi ça? Mais franchement, on m'a offert le livre, je dis, ah, cool, merci, un livre. J'en ai plein à lire. Et en fait, au fur et à mesure que je le lis, carrément, j'ose pas le lire trop vite tellement je trouve qu'il est bon pour pas passer à autre chose. Parfois, on a ça aussi dans des séries ou des jeux vidéo. Donc, voilà. Merci à la personne qui me l'a offert. Et donc, on va revenir là-dessus. Avant de démarrer, je vais vous faire un tout petit point sur les plusieurs projets que j'ai en cours. J'ai un appartement, je vous l'avais dit, j'ai signé lundi. Du coup, ça fera 2 semaines au moment où vous écoutez le podcast. Il est en travaux. Normalement, les travaux, c'était pas des travaux énormes, ils doivent se finir donc dans la semaine qui vient. J'ai prévu de tout meubler en un week-end. Ça va être du sport parce que j'ai la locataire qui rentre le dimanche. Donc, camionnette réservée. Je suis en train de mettre tout ce qu'il faut en place pour les meubles. Et j'aime bien quand ça va vite, mais là, ça, j'avoue que c'est un peu rapide. Mon artisan, je suis un peu derrière lui pour qu'il fasse ce qu'il faut, mais on va y arriver. Ensuite, deuxième point, je me suis battu de fou avec les syndics. Autant je suis vraiment pour les biens en copro, on en a déjà parlé plein de fois. Enfin, c'est pas que je suis pour les biens en copro, c'est que je suis contre les immeubles de rapport. Mais là, franchement, les jointes, ça a été un enfer. Un des appartements, l'appartement que j'ai acheté justement pour accéder, en fait, c'est via un système que j'avais jamais connu. C'est un système de téléphone. Il faut appeler, faut enregistrer le numéro qui appelle et c'est comme ça qu'on ouvre la porte. Donc ça a été, je les ai appelés 5-10 fois, 3 emails pour finalement que ça aille. Donc voilà, je les ai carrément appelés. En fait, j'étais en voiture, je faisais que les appeler. C'est comme ça que j'ai réussi à les joindre. Et un autre syndic, j'avais un problème de VMC. Je voulais savoir si c'était géré à l'échelle de l'immeuble ou quoi. Et j'ai envoyé un message sur la messagerie interne il y a 3 semaines, 0 réponse. Pareil, ça sert à rien d'être patient dans ce cas-là, je vous le dis.
appels, mails, harceler les gens et en 24 heures j'avais ma réponse. Mais c'est pénible, hein, c'est vraiment pénible. En plus, ben voilà, même aux heures où ils sont censés être ouverts, ils répondent pas et aux heures où ils sont fermés, ils sont fermés, vous pouvez même pas les joindre. Donc on perd patience et je pense que ça doit être dur pour les personnes qui travaillent dans ce syndic d'avoir des gens qui sont tout le temps hyper à cran. Moi, je suis hyper à cran quand je leur parle parce qu'en fait, je les ai appelés 10 fois et il y a pas eu de il y a jamais de retour. Voilà. Donc ça, c'est pour les annonces. Ensuite, là, j'ai remis à jour. En fait, je fais un peu il y a des moments où je fais des appels pour les personnes qui veulent passer sur le podcast. Je fais un appel notamment sur Instagram et j'ai eu pas mal de candidatures. Si jamais, là, je me suis bien rempli décembre, janvier, février. Mais si jamais vous voulez passer sur le podcast, que vous avez quelque chose à dire, même si vous êtes un faux débutant, même si vous avez pas beaucoup de biens ou si vous avez quelque chose d'insolite à raconter et que vous estimez pouvoir être utile, c'est pas obligé d'avoir 20 biens, 30 biens, d'avoir fait des millions. Vous êtes les bienvenus sur le podcast. Envoyez-moi un email. Vous allez sur mon site grobier.com ou sinon vous avez mon email dans le lien de la description ou sur Instagram et on book une date. Voilà, vraiment, faut pas avoir peur. Je sais qu'il y a des gens qui sont débutants, ils osent pas et tout, mais je trouve qu'à toutes les échelles, on a des choses à apprendre et moi, même des débutants, ils vont faire des choses, ils auront la fraîcheur d'esprit un peu que moi je n'ai plus sur certains sujets et je trouve ça intéressant de justement de d'avoir leur point de vue. Donc tout le monde est le bienvenu, investisseurs, entrepreneurs, salariés, sportifs, voilà. Dès que vous avez quelque chose qui rentre dans le thème du podcast, vous êtes les bienvenus. En parlant de ça, merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des avis 5 étoiles. Franchement, j'en ai pas beaucoup, j'ai 235 notes en 255 épisodes et 1 million d'écoutes. Mais merci à Johanna, l'honnêteté de Thibaut, le ton, le choix des invités au top. Merci, humble. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un de ceux qui se met le moins en avant, ce qui est pénible dans ce monde-là. Merci à Jeff, plein de F017. Guilhem, super podcast qui motive à passer à l'action. C'est exactement ce que je voulais en faisant ce podcast. Et Charlotte Inv.c, super podcast que je prends plaisir à écouter chaque semaine. Merci pour le contenu que tu offres chaque semaine. Merci à toi. Et dans l'appel au podcast, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Mais s'il y a des femmes, c'est vraiment très intéressant, je trouve, d'avoir des femmes. Il y en a moins dans le domaine de l'investissement. Il y en a moins dans mes invités, forcément quand on est un homme, la plupart, si vous regardez la plupart des invités que j'ai, c'est des hommes qui ont plus ou moins mon âge. Donc j'essaye au maximum, dès que je peux, d'inviter des femmes. J'en ai plusieurs de prévus ou des couples. Et bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas une personne qui est meilleure que l'autre. Mais s'il y a des femmes, voilà, souvent c'est une autre approche. Et je trouve ça très intéressant. Et les femmes ont à apprendre des hommes et les hommes ont à apprendre des femmes, je pense. Et les couples ont à apprendre des couples et les gens seuls ont à apprendre des couples et les jeunes ont à apprendre des plus âgés et inversement, les plus âgés ont à apprendre des jeunes. Voilà, l'idée. Ce que j'aime bien dans l'immobilier, dans toute cet écosystème du make money, c'est que on a tous un but commun. C'est souvent faire de l'argent et presque toujours qu'on nous laisse tranquille en fait, d'avoir une vie où personne n'a rien à nous dire. Et ça a ni âge, ni couleur, ni religion, ni sexe. Voilà, tout le monde, tout le monde est d'accord dans cette quête des gros billets. Donc, voilà. Vous êtes les bienvenus. Merci à ceux qui ont laissé des avis sur Apple Podcast et des notes sur Spotify. Franchement, continuez. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien à vous proposer. Je vais pas vous dire cliquez, je sais pas où. Si vous pouvez juste prendre 5 secondes pour laisser un avis, ça m'aide beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. On est dimanche, il est 18h. J'enregistre cet épisode à 20h. On fait un live avec les membres du club sur les DPE. Donc, il y en a qui regardaient. Je crois que c'était Sac Cartoon quand on était jeune, qui en avait ça, ou Sac Cartoon ou un truc comme ça. Le dimanche à 18h quand j'étais tout petit. Là, j'enregistre les podcasts. Donc voilà. Et c'est incroyable, mais ce week-end, j'étais chez moi. Ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. Et là, tout l'hiver, je vais essayer, avant mon départ pour l'Asie, la fin janvier, je vais vraiment essayer de passer du temps chez moi. Ça me permet de mettre plein de choses en ordre, notamment, voilà, tout l'administratif, la compta, faire mon sport, pas trop manger, essayer voilà, d'être vraiment. J'essaye maintenant, même si pendant longtemps je l'ai pas fait, de prendre les saisons comme elles le sont
et dès qu'il fait beau, charbonner, profiter justement, aller dehors et tout ça. Et là, l'hiver, je vais le couper en deux cet hiver, c'est-à-dire quand je suis chez moi, il fait un peu froid et tout, privilégier des activités en intérieur, peut-être un peu décélérer sur certains points et puis prendre l'avion pour profiter un peu du beau temps ailleurs dans le monde. Et d'ailleurs, je vais en Asie, je vais y aller notamment avec mon cher associé et acolyte. Voilà. Et dernier point pour les membres de l'Académie des gros billets, du système des 3 leviers et de la formation intelligence artificielle et gros billets. Je vais faire un live spécial IA. Je pense que ce sera le mercredi 10 décembre ou le jeudi 11 décembre. Probablement aux alentours de 19h. Je vous enverrai un email pour vous envoyer le lien. Si vous avez des questions sur l'IA, sur comment l'incorporer, parce que j'ai plein de vidéos sur comment l'incorporer, mais je sais très bien comment tout le monde est. On a une vie à 1000 à l'heure et parfois on peut pas mettre le curseur pile sur. J'essaie de faire vraiment des vidéos courtes et orientées résultats, mais je pense qu'un live où vous pouvez poser vos questions, ce serait vraiment très utile. Voilà pour les annonces de la semaine. Voilà. Si vous venez de laisser un avis, merci à vous, je vous suis très reconnaissant. Et donc on attaque avec l'épisode du jour, Rework. Donc comment est-ce que comment est-ce que je l'ai appelé cet épisode? Je vais l'appeler Comment penser à l'envers pour avancer 10 fois plus vite. On attaque tout de suite. Donc, pour cet épisode, il va être en 2 parties et en une vingtaine de sous-parties. Et on va se concentrer sur les 2 premières parties du livre qui sont Take Down, où on casse les fausses idées, et Go, où on voit comment avancer beaucoup plus vite et en fait plus léger. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce livre, c'est que moi, le premier, on a tendance à toujours s'en mettre plus. Et donc, voilà. Comment on peut casser les fausses idées et avancer beaucoup plus vite. Donc juste avant en fait la partie takedown, il y a un petit point, ils appellent ça First the New Reality, et donc c'est en fait, il explique que le monde dans lequel nos parents ont construit leur carrière, il a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Je vous apprends rien. La règle: va à l'école, trouve un job, reste-y 30 ans et prends ta retraite à 60 ans, et elle va en Costa croisière avec Chantal et Bernard. Ça marche pas. Donc voilà. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses. Alors à la fois, en fait, c'est un monde qui est un peu ingrat parce que à la fois on peut faire beaucoup plus de choses, donc ça c'est trop bien. Il y a 30 ans, j'aurais jamais eu de podcast, j'aurais jamais rencontré toutes les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à ça, et dont certaines sont devenues des super bons amis. Et à l'inverse, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas besoin de faire. C'est-à-dire, avant, on pouvait acheter une maison avec, si on avait fait des études, ou même avec un job normal. Maintenant, c'est quasiment impossible avec un salaire dans quasiment tous les endroits de France. Même avec deux salaires dans plein d'endroits, c'est pas possible. Donc voilà, le monde, on peut investir maintenant avec très peu d'argent dans l'immobilier. Je sais pas comment c'était du temps de nos parents, mais en tout cas, voilà, c'était des durées différentes, des taux différents. Il y avait des opportunités, par exemple, dans tout ce qui est la bourse et tout. Maintenant, c'est quand même une période extraordinaire dans laquelle on a accès à des outils. On peut avoir, même si vous poussez loin, vous pouvez avoir des ETF à levier, vous pouvez avoir accès au marché des options, au call, au put, au marché obligataire, et à toutes les actions avec des frais de transaction qui sont de quasi zéro, là où du temps de nos parents, c'était complètement différent. Donc maintenant, en fait, je pense que pour s'enrichir fort, c'est plus simple que du temps de nos parents, mais pour quelqu'un de moyen qui aurait juste son salaire, en fait, on n'y arrive pas et on n'aura jamais le niveau de vie qu'ils ont pu avoir. Moi, pour vous donner une comparaison que je trouve intéressante, c'est en fait ma grand-mère que j'adore, qui avait des diapos, et en fait mon grand-père et ma grand-mère, ils étaient d'abord instituteurs. Après, mon grand-père, il est devenu professeur même à la faculté. Et
quand en fait j'ai scanné les diapos de ma grand-mère et j'ai vu la vie qu'ils avaient. Donc déjà ils ont eu 4 enfants, ils ont eu mon grand-père, et il avait à un moment une Mercedes. Alors apparemment c'était une Mercedes de 60 chevaux, mais il avait une Mercedes. Ils ont pas mal voyagé, ils ont acheté un appartement neuf qui est hyper grand là où ma grand-mère elle habite encore. Je sais pas, il doit faire 150 mètres carrés, une vue incroyable, et elle me dit encore maintenant, elle a 93 ans. Elle me dit chaque soir, elle se met à la fenêtre comme ça et elle apprécie la vue. Euh, voilà, tout ça, c'est quelqu'un qui serait aujourd'hui prof. Je pense pas que ou instituteur, il roule plutôt en Twingo ou en voiture d'occasion qui sont vraiment pas du tout dans le même état. Il peut pas acheter un appart de 150 mètres carrés neuf. Ils ont eu très tôt un lave-vaisselle et tout ça. Enfin, bon, après, je pense qu'il y avait aussi un côté qu'ils aimaient bien la technologie, etc. Mais leur niveau de vie, quand j'ai scanné les diapos, que je les ai vus en vacances, etc., je pense que il était bien plus élevé que. Après, ils se sont donné les moyens aussi, hein. Déjà, les deux, ils travaillaient. C'était pas tout le monde comme ça, mais ils se sont, je pense pas que des professeurs qui seraient juste instit ou juste professeurs aujourd'hui, ils pourraient avoir le même niveau de vie. Après, pendant longtemps, ils ont habité dans des logements de fonction qui faisaient vraiment pas rêver. Ma grand-mère elle m'a raconté récemment qu'il y avait pas de salle de bain. Et après, il y en a eu une pour 2 familles. Donc voilà, c'est un autre monde. Mais je pense que voilà, pour quelqu'un qui aurait juste un emploi, c'est plus dur matériellement. Mais à l'inverse, si on veut vraiment scaler très haut, eh ben, je pense que le monde d'aujourd'hui, il est meilleur. Donc voilà, le terrain de jeu a changé et ceux qui l'ont compris vont plus vite que tout le monde aujourd'hui. Alors, le livre, en fait, comment il est écrit, c'est vraiment, il y a 2-3 pages et entre chaque page, il y a les titres qui sont de façon assez stylisée. Et en fait, ça va rappeler un livre qu'on lisait quand on était gosse. C'était Ta mère. Je sais pas si vous avez connu ça. C'était donc des insultes hein, sur ta mère. Et donc il y avait volume 1, volume 2, volume 3. Et puis c'était comme ça. Il y avait les titres qui étaient parfois très gros, très petits, très larges, tout ça. Donc c'est un peu écrit pareil. C'est assez marrant. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Puis après il y avait les tomes. Ils étaient regroupés. Il y avait genre 3 kilos de ta mère, 4 kilos. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Donc c'est vraiment 2-3 pages et je trouve que la partie donc le 1 donc c'était First the New Reality et là le 2 c'est Ignore the Real World. En fait c'est le monde réel, en fait, c'est souvent, c'est ce qu'ils disent, et je pense que c'est vraiment intéressant. Et nous, quand en tant qu'investisseurs, on le voit bien, on a l'impression que nous, on est sortis de la matrice. Quand tu vas à des événements immobiliers, les gens, la première chose qu'ils te disent, c'est punaise. En fait, j'ai pris du recul sur tout ça. La première fois que j'ai touché des loyers, tout ça, j'ai pris du recul sur tout. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Euh, voyez, c'est tout ce monde-là de l'investissement, du make money, c'est vraiment un monde qui est complètement en dehors de la réalité des gens qui ne le suivent pas. On a l'impression que tout le monde est dedans parce qu'on est dedans nous-mêmes, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et en fait, ce que j'ai trop aimé, c'est ils disent quand tu veux lancer, on te dit dans le monde réel ça ne marchera pas. Sauf que le monde réel, en fait, c'est souvent la projection des peurs des autres. Typiquement, de nous dans l'immobilier. On dit toujours ouais, si les locataires ils payent pas, on le sait très bien, c'est pas du tout un problème. Ça, on peut s'assurer contre ça. Les gros problèmes, c'est euh, trop de travaux, payer trop cher. Ça, c'est un vrai problème. Moi, je suis dans un endroit qui est dangereux, mais le premier truc qu'on dit, ou alors on dit ouais, sur les studios, il y a trop de turnover. Ouais, du turnover, mais aujourd'hui, il y a le bon coin hein, depuis longtemps. Donc, trouver des locataires, c'est pas trop dur. Tu peux faire de la courte durée. Tu peux donc souvent, voilà, dans le monde réel, ça marche pas. Les gens, ils se rendent pas compte de ce qui marche ou ce qui marche pas. Et en fait, il dit le vrai monde dont parlent les gens, c'est celui des gens qui ont jamais essayé. Et donc, il faut l'ignorer. Moi, je vous donne l'exemple par exemple, ma compagne, elle travaille sur Internet, elle peut travailler d'où elle veut, quand elle veut, en fait. Et ça, les gens, ils peuvent pas comprendre. C'est-à-dire que si elle veut, elle peut peut aller à l'île Maurice travailler. Enfin voilà, elle peut ne jamais être l'hiver et elle est pas
Elle est pas influenceuse, elle a pas fait de télé-réalité ou quoi, mais juste ce monde, il est dingue. Quand elle s'en est rendue compte de comment ça fonctionnait, et ben, elle a vraiment eu l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore et c'est le cas. Et quand tu parles aux autres gens, ils peuvent pas se rendre compte de ce que c'est en fait d'avoir quelqu'un comme ça qui peut être n'importe quand, n'importe où et faire son business et en vivre sans que ce soit complètement enfin c'est pas des salaires de joueurs de foot ou quoi, mais voilà, elle arrive à vivre, c'était pile ce qu'elle voulait, elle arrive à vivre d'où elle veut et c'est trop bien et puis ça nous a bien aidé à notre début de relation. Bah elle pouvait venir me voir quand n'importe quand, là où par exemple moi en tant que grand amateur de L'amour dans le pré qui arrive à sa fin, eh ben on le voit bien, les gens, bah c'est un des gros problèmes, t'as des femmes souvent, enfin souvent c'est des agriculteurs, donc des femmes qui habitent à 5 heures ou 8 heures de chez l'agriculteur. Et puis, alors, quand ils sont âgés, ça va, ils sont à la retraite, mais quand ils sont plus jeunes, bah, on voit vite que c'est un vrai problème. Et, bah, de ça, ouais. Puis, l'agriculteur, par définition, il peut pas bouger. Donc voilà. Ignore the real world. Et, c'est vraiment, voilà, le vrai monde dont parlent les gens, c'est quoi? C'est le monde des gens qui ont jamais essayé. Et en fait, ils disent, le real world, il existe pour les gens qui te parlent du real world. Parce qu'en fait, dans leur monde, ça a jamais fonctionné. Et donc, ça fonctionnera jamais. Pourquoi ça a jamais fonctionné? Parce qu'ils ont jamais essayé. Après, je dis pas que tout ce que vous allez essayer, ça va, euh, ça va fonctionner. Mais pour les personnes qui ont jamais essayé, eh ben voilà, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Je crois qu'il y a une phrase qui dit quelque chose du style euh, pour celui qui pense que c'est impossible, c'est quoi il y en a un qui dit que c'est impossible et l'autre qui dit que c'est possible et tous les deux ont raison, quelque chose comme ça. Bah c'est un peu ça. Voilà, ça dépend toujours de la perspective. Donc Ignore the Real World, le premier, je vous le rappelle, c'était The New Reality. Troisième, learning from mistake is overrated. Donc, apprendre des erreurs est surcoté. Donc, ça, c'est un discours qu'on entend souvent, soi-disant aux US. On te demande combien de boîtes t'as planté pour savoir si on peut te faire confiance, parce que plus t'as planté de boîtes, euh, plus t'as d'expérience. Bah là ils disent que c'est complètement overrated et le fait de faire des erreurs, c'est pas du tout la meilleure école. Ce qui en fait la meilleure école selon eux, et je trouve que c'est vraiment vrai, c'est tu apprends quand quelque chose fonctionne. Tu fais quelque chose comme nous dans l'immobilier, t'achètes un appartement, ça se loue, t'encaisses, OK, t'as compris, ça marche bien, tu refais, tu refais, tu refais. Et c'est ça qui t'amène plus loin. Et c'est en fait répéter tes victoires. C'est pas répéter tes échecs. Et c'est donc en fait qu'est-ce qui fonctionne bien dans tous les projets? C'est tu fais ce qui marche et tu scales en fait. Tu as un appartement, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en fais quatre, t'en fais cinq. Tu vends une offre. Et ben cette offre, alors soit tu vas un peu l'adapter si elle a bien fonctionné et mais tu vas l'optimiser. Si tu lances quelque chose qui marche pas du tout, bah en fait tu seras exactement au même point, sauf que tu auras plus d'argent. Et donc voilà. J'ai bien aimé ça aussi, learning from mistakes is overrated. Voilà, c'est pas parce que t'as fait des erreurs que ça te met mieux. C'est comme un peu le dicton, il y en a qui disent ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Bah parfois il te laisse handicapé avec une jambe en moins et t'es pas mieux qu'avant. Donc surtout, bah, par exemple dans l'immobilier, si on s'endette pour des mauvais projets qu'on doit revendre à perte, ou dans l'entrepreneuriat, si tu veux lancer un produit et qu'il y a aucune demande pour ce produit, eh ben, en fait, tu peux à la fois perdre ton temps, perdre beaucoup d'argent, t'endetter et avoir énormément de mal à t'en sortir. Donc, si tu tentes de faire du trading et que tu perds tout ton argent et qu'après, bah, tu te dis, ah, je ferais bien de l'immobilier, mais t'as plus d'apport, bah, en fait, learning from mistakes, non, t'as juste fait une mistake et, et t'es moins bien qu'avant. Ensuite, le quatrième que j'ai, donc c'est planning is guessing. Donc planifier, c'est deviner. Ça j'ai bien aimé aussi, et ça on le voit souvent en fait pour les sociétés cotées dans l'investissement boursier en général. Même aujourd'hui, si on prend un exemple que tout le monde comprendra, c'est Nvidia. Nvidia, tout le monde a des plans pour Nvidia, ouais.
combien ils vont faire de ventes dans 5 ans et tout. Il y a 5 ans, personne planifiait ce que est Nvidia aujourd'hui. Donc, autant pour Coca-Cola, on peut faire un peu du planning, autant pour des sociétés en forte croissance, c'est hyper compliqué. Et en fait, c'est de la spéculation déguisée. C'est comme quand les gens ils veulent lancer un business. Parfois, il y a des banques ou il y a des acteurs pour donner des subventions qui demandent des business plans, sachant que le business il est nulle part, il est à zéro. Ben, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme pourtant moi, je suis plus ou moins expert comptable. Payer un expert comptable pour te faire un business plan d'une boîte qui a pas démarré, c'est complètement idiot. Ça sert à rien du tout. À la limite, ce qu'il peut te donner, c'est ton taux de marge. Mais le nombre de clients que tu vas avoir, eh ben, ça, c'est impossible à savoir dans les deux sens, hein. Soit tu peux être trop confiant pour ton marché, ou soit être sous-confiant et surtout le problème, c'est aussi à quel point toi tu vas savoir te vendre, à quel point tu vas adresser un problème existe. On parle souvent de problèmes durs, donc douloureux, urgent, reconnu. À quel point tu vas identifier un problème dur et à quel point tu vas avoir une solution à ça. Donc voilà. Dans l'investissement, personne ne peut prédire. On peut pas prédire les hausses de taux qu'on a eues. On peut pas prédire à quel point les municipalités ont mis des bâtons dans les roues pour les Airbnb. On peut pas prévoir les cycles que l'immobilier s'est envolé à un moment. Surtout par exemple les gens qui ont investi à Paris, qui pouvaient dire que je sais pas, de début des années 2000, l'immobilier a complètement pris. Et là, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que l'immobilier est au même prix. Donc qui pouvait prédire ça? Personne. Qui pouvait prédire qu'il y a des villes dans l'ouest de la France, Saint-Nazaire, Vannes, qui ont explosé, alors qu'il y en a d'autres, voilà, que Paris a pas forcément pris. Donc ça sert à rien de trop planifier. Ce qui est important de planifier, surtout dans l'immobilier, parce que c'est à la limite le plus simple à planifier. Parce que tu vas pas faire, pour un appartement, tu vas pas avoir 5 locataires. Tu auras que un locataire. Ce qui est bien dans l'immobilier, c'est que c'est assez simple de trouver un client, parce que le problème dur, bah oui, est-ce qu'il est douloureux? Bah oui, t'es à la rue, ou tu vas dans une nouvelle ville, il te faut un appart. Il est douloureux, il est urgent, t'as besoin de te loger, et il est reconnu. Tu sais que t'as besoin de te loger. Donc, c'est un problème qui est très simple à régler. Par contre, t'as un logement, t'as un locataire, ou tu peux faire une coloc, mais tu vas pas avoir 10 locataires. Là où tu vends un software, bah tu peux soit faire 0 vente, soit faire 1 million de ventes. Voilà. Donc là, dans l'immobilier, par contre, je trouve ce qui est intéressant, c'est de être conscient de la tendance. Typiquement, moi, j'avais acheté un appartement dans un marché qui a beaucoup pris. Bah, quand je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup pris, ben je l'ai revendu au bout d'un moment parce que je trouvais que c'était le bon moment. Donc, j'étais conscient de la tendance. Et ce qui est très 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 important dans tous les business, c'est de la trésorerie, planifier sa trésorerie. Donc, quand tu as un business qui est récurrent, un business basé par exemple sur de l'abonnement, typiquement tu as une salle de sport, ou même dans l'immobilier, ou dans d'autres business comme ça qui sont assez récurrents, planifie ta trésorerie, parce que sinon ça peut vraiment te poser des gros problèmes. Et il y a des fois où tu peux te faire vraiment peur, tu peux avoir des retards de paiement, des clients insolvables, etc. Donc, planning is guessing. Je vous rappelle les les 4 premières. Donc, first, the new reality. Ignore the real world. Learning from mistakes is overrated. Planning is guessing. 5, right now. Donc, ils disent ce qui compte, ce sont tes objectifs personnels, pas la taille de ta société. T'as pas besoin d'avoir 100 employés, un bureau et 3 business pour être libre. T'as juste besoin d'un système qui tourne. Et ça, je vous ai parlé de ma compagne juste avant. Elle a un business, elle est toute seule dessus, ça fonctionne très bien et elle veut personne. Et de temps en temps, elle a des prestataires quand elle en a besoin. Et elle est à la bonne taille. Elle veut pas plus. Moi, dans l'immobilier, j'estime que je suis pas loin du nombre de lots euh, qu'il me faut au maximum. Pour l'instant, j'ai aucun objectif de faire du marchand de biens, d'aller mettre en danger des finances des financements qui sont importants sur une activité que je connais pas bien, que je comprends pas bien. J'ai aucun objectif de grossir vraiment beaucoup plus que ça. Pourquoi pas rajouter encore quelques lots, mais et ensuite arbitrer. Voilà, j'ai aucune ambition pour l'instant de acheter des locaux commerciaux. C'est pas du tout dans mes objectifs personnels. J'estime que matériellement, dans ma vie,
j'ai tout ce qu'il me faut, donc j'ai pas envie de faire un all-in sur tout ça pour juste avoir plus et pas savoir quoi en faire. J'ai d'ailleurs tout ce qu'il faut parce que depuis peu, j'ai un casque AirPods Max que j'ai acheté d'occasion. Alors attention, si vous en achetez un d'occasion, il y a beaucoup de faux, mais là c'est un vrai. Et franchement, ce casque, alors il a plein de défauts, mais c'était un peu le truc que j'avais en tête depuis presque 2 ans, je pense. Et par contre, il a une réduction du bruit incroyable. Tu peux passer l'aspirateur, tu l'entends même pas avec ce casque. C'est vraiment impressionnant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le right growth, voilà, faut regarder où vous voulez aller aussi avec votre niveau d'énergie. Peut-être que vous voulez faire plus de sport, vous occuper de votre famille, ou alors peut-être que votre but c'est juste de tout éclater, d'avoir 10 millions de patrimoine et puis ça va c'est OK. Donc, mais c'est important, je pense, de se poser la question, où est-ce qu'on veut aller? Et surtout quand on est déjà satisfait de sa vie et souvent, en fait, les personnes que j'ai au téléphone ou en coaching et cetera, elles sont déjà quand même satisfaites de ce qu'elles ont. Ce qu'elles veulent souvent de plus, c'est, de la liberté, mais c'est pas plus d'argent. Donc, voilà, posez-vous la question. Ensuite, le 6, c'est workaholisme. Alors eux, ils disent je travaille 80 heures par semaine, c'est juste un moyen de cacher un manque d'efficacité. Travailler plus ne signifie rien. Produire plus, si. Le but, c'est pas d'être occupé, c'est d'être libre. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant. Ça, je nuancerais quand même parce que pour moi, déjà, si par exemple on est investisseur immobilier, typiquement on a un job à plein temps, surtout au début. Donc c'est déjà 40 heures par semaine. Ensuite, il faut trouver les biens, faire les travaux éventuellement, superviser les travaux, etc. Donc, on peut pas vraiment ne pas mettre du temps et d'énergie. Moi, je suis premier à travailler tous les jours quasiment, sauf quand je voyage. Donc, c'est vrai que par contre, j'essaye de passer le temps qu'il faut sur chaque tâche et de pas tourner en rond sur une seule tâche. Donc voilà. Après, voilà, il y a des façons. Moi, j'aime pas trop le terme, tu sais, de travaille plus intelligemment et pas plus, parce qu'en fait, tout le monde sait travailler plus intelligemment. Et en fait, souvent, bah, c'est quand même en travaillant plus qu'on arrive à faire plus de choses. Donc, il faut pas se cramer, faut bien dormir, ça c'est important. C'est le plus important, je pense. Faire du sport, passer du temps avec les gens qu'on apprécie, en tout cas si c'est quelque chose qu'on aime. Mais voilà, on est obligé, je trouve, pour lancer la machine, de travailler beaucoup. Après, quand le système est lancé, là c'est différent. Quand les appartements ils sont loués, ça prend quasiment pas de temps. Et puis, bah, je connais plusieurs personnes qui ont des business sur lesquels ils n'ont pas besoin de travailler plus aujourd'hui, mais très souvent, il y a un moment où ils ont quand même galéré. Donc, si on est à zéro, voilà, travailler 80 heures sur un même projet, c'est sûr que c'est trop, mais sur plusieurs projets, je trouve que c'est quand même important. Alors 80, ça paraît beaucoup, ça fait 12 heures par jour quasiment, mais voilà, travailler, je sais pas, admettons que vous avez le salarié 7-8 heures dans la journée, le soir 1 heure sur un projet à côté et le week-end 2 fois 4 heures, ça paraît pas non plus un truc incroyable. Après, il y a travail et travail. Être sur un fichier Excel en train de faire plein de calculs, porter du ciment, monter des meubles, passer un coup de fil à un syndic, c'est pas le même niveau de concentration et d'énergie. Et il y en a qu'on peut faire pendant plus longtemps que d'autres. Et aussi le fait d'alterner les tâches, je trouve que ça permet aussi de lâcher un peu. Voilà. Et ensuite, le 7, c'est Enough with Entrepreneurs. On a idéalisé l'entrepreneur, on en a fait un héros. En vrai, entreprendre, c'est juste créer quelque chose d'utile. Donc, tu peux être salarié, avoir un business à côté, tu peux être investisseur et être entrepreneur. Tu peux lancer un Airbnb ou un podcast. Et c'est déjà entreprendre. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit, que j'ai répété, répété. La vie d'entrepreneur, ça a rien de magique. Il y a plein d'entrepreneurs qui galèrent. Il y en a plein aussi qui arrivent très bien, hein. Mais ça doit pas être un but. Ça doit pas. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a plein de problématiques quand on est entrepreneur, de choses qui sont très, très, très casse-pieds et qui plaisent à personne. Je vous donne l'exemple de la compta, mais il y a pas que ça, hein.
Il peut y avoir, si vous avez une si vous vendez quelque chose en ligne, par exemple des formations en ligne, il va falloir créer les accès, il va falloir aller sur la plateforme, il va falloir envoyer des emails de temps en temps, poster le contenu, mettre des titres, tout ça, voilà, par exemple, moi, toutes mes formations, il y a des sommaires, parce que souvent je rajoute des bonus, donc il y a des sommaires pour savoir où on en est. Et c'est pas juste partie 1, 2, 3, c'est tu peux aller au sommaire, tu peux retomber dessus, tu peux voir ce qu'il y a, tu peux avoir le plan complet. Ça, c'est quelque chose qui est très chronophage. Il y a zéro plaisir à faire ça. Et c'est assez dur à déléguer, parce que vu que c'est moi qui crée les contenus, si je dois expliquer voilà dans quelle partie ça va, quelle vidéo et tout, bah au final ça prend quasiment autant de temps que si je le faisais moi-même. J'ai essayé de le déléguer. Et aussi pour que ce soit beau, je fais ça en HTML. Et du coup, bah, c'est encore plus compliqué à déléguer, plus tes accès, etc. Donc voilà. Si t'es prestataire, faut faire des devis, ça plaît à personne, je pense. Si t'as des salariés, ben voilà, tu dois gérer tes salariés, tu dois leur donner du travail en continu, tu dois gérer l'humain, c'est pas facile. Donc être entrepreneur, c'est pas forcément une fin en soi. Par contre, et c'est comme je le disais dans la première partie sur le monde a changé. En fait, aujourd'hui, si on veut améliorer son confort matériel, on est obligé d'entreprendre d'une certaine façon. Donc ça va être entreprendre vraiment dans son job, en essayant peut-être de monter les échelons, en essayant de proposer quelque chose de différent. Et après, sinon, ce qu'il y a, c'est, je vous l'ai déjà parlé dans le système des 3 leviers que j'applique, c'est voilà, transformer son CDI en opportunité, c'est-à-dire investir en immobilier. Quand on a donc le niveau zéro, c'est faire du nu, ça prend très peu de temps, du nu sans travaux. Après, vous pouvez faire des travaux, vous pouvez faire du meublé, vous pouvez faire de la location courte durée. Donc à chaque fois, c'est un niveau d'entrepreneuriat supérieur. Après, investir en bourse, ça, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, hein. Ça prend très peu de temps et c'est pas très compliqué, mais c'est du coup le levier 2. Le levier 1, donc c'est l'argent des autres. Levier 2, la bourse. Levier 3, tout ce qui est side business. Donc, ça peut être, vous pouvez être prestataire pour faire certaines tâches. Vous pouvez faire de l'affiliation. Vous pouvez faire, créer du contenu. Vous pouvez faire plein de choses. Pouvez coacher des gens et c'est pas un terme, je sais que c'est un terme qui est très galvaudé aujourd'hui, mais avoir des coachs, c'est hyper utile pour tout. En fait, des coachs, c'est juste des professeurs, on peut dire un professeur mais particulier, et ça peut vraiment vous aider dans plein d'aspects de vos vies, que ce soit pour le prof de tennis, le prof de guitare, et il y a des coachs business qui sont bons, il y a des coachs animaux qui sont bons, dont je fais partie bien entendu. Euh, voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Voilà, on arrive à la partie 2, donc le go. Maintenant, on avance concrètement. Donc, je vous reprends la partie 1, parce que je sais que vous êtes peut-être en voiture à la salle de sport en train de courir comme Romain ou Vince. Donc, first, the new reality, 2, ignore the real world, 3, learning from mistake is overrated, planning is guessing en 4, right growth en 5, workaholism en 6, enough with entrepreneurs en 7. Partie 2, je vais continuer, ce sera 8, 9, 10, etc. Donc maintenant, on avance concrètement. Donc, partie 2, maintenant on avance concrètement. Donc le 1, c'était un peu le constat, on va dire, et le 2, c'est le go. Donc le 1, c'était le constat, mais dans le sens briser les idées reçues. Et donc le 2, c'est le go. Donc, 8, make a dent in the universe. Donc dent, c'est une brèche, hein, je dirais, une bosse, voilà. Faire un accro. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose qui compte pour toi, pour vous, un projet qui a de l'impact, même petit. Donc moi, typiquement, je vais vous apprendre, c'est le podcast. Quand j'ai lancé le podcast, j'étais déjà plutôt bien, j'avais déjà plein d'appart, voilà, ça allait plutôt bien, on va dire, financièrement, mais par contre, il me manquait quelque chose. Je voulais proposer plus, partager, aider, etc. Et donc, ça, le podcast, ça m'a grandement aidé pour ça, à trouver mon chemin dans cette vie. Euh, donc voilà, essayez de trouver, si c'est votre business, quelque chose, make a dent in the universe. Voilà, il peut y avoir des choses
très abstraite. Mais bon, l'idée, c'est bien sûr qu'il y a un marché, hein. Faut pas... Si vous êtes naturopathe et qu'il y a plus de naturopathes que de patients, c'est pas le meilleur marché du monde. Mais voilà, si vous avez, si par exemple vous êtes entrepreneur depuis 10 ans, 15 ans, que vous avez des business physiques et que vous voulez aider des entrepreneurs à se lancer, j'ai enregistré là il y a quelques jours avec un chef cuisinier. Lui, il aide des restaurateurs à se lancer parce que il est dans le marché depuis longtemps. Bah, ça c'est hyper puissant parce que à la fois c'est son expertise, sa compétence, à la fois il peut vraiment aider, il peut le monétiser et ça peut aider les personnes qui l'aident à pas faire des grosses erreurs. Donc make a dent in the universe. 9. Scratch your own itch. Le meilleur business à lancer, c'est celui qui résout un problème qu'on a déjà rencontré. Je vous l'ai dit et je vous le répète. Donc la traduction, hein, pour ceux qui savent, enfin, qui ont mal compris. Donc ça veut dire grattez-vous là où ça vous démange. Donc en fait, c'est appliquer un problème, résoudre un problème qu'on a déjà rencontré. Donc typiquement moi, je parlais en intro du live sur l'intelligence artificielle, de la formation que j'ai sur le sujet. Typiquement, il y a plein de contenus sur l'IA, mais il n'y a pas de contenu sur comment utiliser l'IA quand on est investisseur dans un métier classique, pas dans un métier t'es monteur ou web designer ou développeur, non, un métier classique. Comment on s'en sert quand on est investisseur immobilier concrètement, comment on s'en sert dans son business, si on a un business, comment on s'en sert dans même sa vie de tous les jours, pour sa santé, pour ses voyages. C'est des problématiques que j'ai, des réelles problématiques. J'ai pas besoin de savoir que un outil, il peut me coder un site internet en 5 minutes. Ça me sert à rien. J'ai pas besoin de savoir qu'un outil, il peut résoudre des équations très compliquées. Ça me sert à rien non plus. Ou qu'il peut me générer des vidéos de 8 secondes. Ça me sert à rien non plus. Par contre, j'ai besoin de savoir comment est-ce que un outil peut m'aider pour rédiger des mails, pour faire des analyses plus approfondies sur certains sujets, pour faire des bonnes annonces à Airbnb, pour conseiller, créer un guide de voyage Airbnb, etc. Ça, donc c'est voilà un problème que j'ai eu. Comment l'IA peut m'aider moi concrètement et pas juste des annonces comme ça en l'air sur lesquelles après je peux rien appliquer. Et du coup, vu que j'ai eu ça, j'ai travaillé là-dessus. Je passais beaucoup de temps, des milliers d'heures à avoir du contenu et ensuite à transposer ça pour mon propre usage. Comment l'IA elle peut m'aider pour les devis, pour la déco, etc. Ça, c'est des choses qui sont importantes selon moi. Donc, regardez en fait quel problème vous avez déjà eu, quel problème vous avez réussi à résoudre et comment est-ce que vous pouvez aider d'autres personnes à résoudre ce problème et si possible des personnes qui ont de l'argent. C'est comme ça qu'on fait de l'argent en général, c'est en résolvant des problèmes de personnes qui peuvent vous payer cher pour les résoudre. 10, ce sera peut-être 10, 11, ce sera peut-être les deux leçons les plus importantes. Donc, je vous rappelle pour cette partie Go. Donc, le 8 c'était Make a Dent in the Universe. Donc, faites votre entaille dans l'univers et l'autre, grattez là où ça vous démange. Scratch your own itch. Le 10, Start making something. Je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire. Avancer, ce n'est pas réfléchir, c'est fabriquer. Donc, si tu veux investir, faut aller visiter. Si tu veux un side business, si tu veux un business, je vais vous dire quelque chose de très idiot, mais c'est un bon conseil. Si tu veux gagner de l'argent, il faut qu'on puisse te payer. Ça a l'air tout simple, mais voilà. Si tu veux gagner de l'argent sur Internet, comment est-ce que les gens te payent? Est-ce que tu as un Stripe, tu as un Visa? Un Visa, un PayPal. Est-ce que tu as un Stripe ou un PayPal? Si t'as pas ça, tu seras pas payé, tout simplement. Voilà. Il te faut une structure pour encaisser l'argent. Si t'as pas de structure, tu seras pas payé. Donc, avant de faire ton logo, ton site internet, vérifie que tu peux recevoir l'argent. Si tu peux pas recevoir l'argent,
eh ben, tu seras pas payé. En fait, ça a l'air tellement idiot. J'ai l'impression de dire quelque chose de super idiot. Mais voilà, si t'as pas d'argent, tu peux pas encaisser, tu ne seras pas payé. Donc voilà, si tu veux investir en immobilier, va visiter. Si tu veux un side business, crée une offre, vérifie que tu as un marché. Si tu veux lancer un podcast, bah tu publies un épisode, deux épisodes, trois épisodes. La création déclenche l'élan. Donc fais quelque chose. Start making something. Je sais plus ce que c'est le dicton. Il y a quelque chose. L'idiot qui marche ira toujours plus loin que l'intellectuel qui réfléchit, quelque chose comme ça. On est en plein dedans. Le 11, no time is no excuse. Le manque de temps, c'est l'excuse la plus fréquente qu'on a. La vérité, c'est que si c'est important, tu trouves le temps. 30 minutes par jour, ça peut suffire pour lancer n'importe quel projet, y compris et surtout l'investissement immobilier. En 30 minutes, tu peux appeler peut-être 4 agents. Donc, si tu veux faire du sport, 30 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Donc, moi, je dis toujours, est-ce que si t'avais, alors chacun ses goûts, hein, mais si t'es un homme et que t'avais une femme superbe, soit une Alsacienne, hein, soit euh, une Scandinave, une femme d'Europe de l'Est, une femme euh, d'Asie, d'Amérique du Sud, ou peu importe, je sais, parce que tu trouverais du temps, qui t'appelle et qui te dit j'aimerais beaucoup qu'on dîne ensemble, tu trouverais du temps. Et pareil, si t'es une femme et que tu veux quelque chose absolument dans ta vie, que ce soit un conjoint, un chat, un cheval, et ben un enfant, voilà, tu trouves le temps. Donc euh, donc no time is no excuse. Et moi, je dis toujours, et je trouve que c'est vraiment un bon constat, c'est dans ta vie, tu n'auras jamais plus de temps que aujourd'hui. Si t'as pas d'enfant, si tu es célibataire, un jour, tu auras peut-être une compagne, un compagnon, ça va prendre du temps. Ça va te rendre très heureux, très probablement, mais ça va te prendre du temps. Si t'as pas d'enfant, peut-être qu'un jour tu auras un enfant. Si t'as un enfant, peut-être qu'un jour tu auras deux enfants. Si t'es senior auditeur ou manager auditeur, après tu seras peut-être senior manager et tu auras encore plus de responsabilités. Donc personne n'a le temps. J'ai une très bonne amie à moi qui est prof, qui travaille 10 heures, qui donne cours, pardon, 10 heures par semaine. Elle commence le mardi matin, elle finit le mercredi à 14 heures. Je vous assure qu'elle n'a jamais le temps pour rien. Dès que je l'appelle, non, j'ai pas le temps, là j'ai trop de travail, etc. Donc voilà. Le temps, c'est quelque chose on a tous 24 heures, mais c'est une perspective qui est très subjective. Et très souvent, on dit, mais comment tu fais tout ça? Regardez Elon Musk, il envoie des fusées, il a le même temps que vous, hein. Donc, le temps, c'est pas no time is no excuse. Voilà. Si jamais vous cherchez du temps, regardez sur votre téléphone combien de temps vous avez passé. Moi, je peux vous le dire honnêtement, je passe à peu près 4 heures par jour sur mon téléphone. Donc, si j'avais pas le temps, bah, c'est un truc qui sauterait, hein. Ce serait, au lieu d'envoyer des textos, je passerais 3 coups de fil, ça me prendrait 30 minutes et puis je couperais tout le reste. Donc, en 4 heures par jour, on peut en faire des choses. Voilà. Numéro 12, draw a line in the sand. Pose tes limites, dessine une ligne dans le sable. Donc, décide de ce que tu fais et ce que tu refuses. Ça peut être, je vous donne moi ce que je fais pas. Je débat pas de politique. J'écoute, j'évite au maximum d'écouter les gens pessimistes et j'essaie de prendre que des projets qui m'emmènent vers ce dont j'ai envie, c'est-à-dire voir les gens que j'aime, faire des gros billets et prendre soin de mon corps. À peu près, c'est ça. Ma ligne, typiquement, moi, on aide des gens à investir en immobilier, Michel et moi. On n'a pas d'immeuble, donc je dis pas aux gens d'aller sur un immeuble. Voilà, j'ai tracé ma ligne. Surtout, je fais pas de marchand de biens, donc j'ai tracé ma ligne. Je vais pas vous aider à faire du marchand de biens, sachant que j'en fais pas. Voilà, j'essaye de guider les gens sur mon domaine de compétences. Et il y a des choses que je fais et d'autres que je ne fais pas.
Typiquement, on avait eu une très bonne opportunité à un moment pour travailler pour quelqu'un, et sauf qu'il voulait avoir la main mise sur ce qu'on faisait, ce qui était normal. Euh, C'était mieux payé que un notaire, hein, pour vous dire. Et en fait, on a refusé parce que voilà, on voulait pas que quelqu'un ait la main mise sur ça. Voilà, on fait tout ça pour avoir plus de liberté, pas pour en avoir moins. Donc, tracez votre ligne. Par exemple, dans l'investissement, moi, j'essaie toujours d'être honnête. Bien sûr, de temps en temps, il faut un peu éluder certains sujets. Quand vous allez voir un propriétaire particulier, faut peut-être pas lui dire que vous avez déjà 20 appartements. Mais voilà, tracez votre ligne sur ce que vous êtes prêt à faire ou non. Il y a voilà, il y a plein de techniques hyper border, voire 100% illégales, que je fais pas. Donc draw a line in the sand. Donc je vous rappelle, donc faites votre brèche dans l'univers, le 8, le 9, grattez là où ça vous démange, le 10, start making something, le 11, no time is no excuse, le 12, tracez une ligne dans le sable. 13, mission statements are useless. Les grandes déclarations, notre mission est de, ne servent à rien. Typiquement, on le voit bien, y compris dans l'investissement boursier, toutes les sociétés sont objectifs zéro émission carbone à 2035, 2040, 2050. Voilà. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Donc, si tu veux la liberté, tu visites, t'investis, tu crées, t'automatises. T'as pas besoin de grandes déclarations. T'as pas besoin d'un LinkedIn sur lequel tu fais un post de 30 lignes pour expliquer à quel point tu es exceptionnel, à quel point tu es éco-responsable ou je ne sais quoi. Voilà. Tu veux la liberté, visite, investis, crée, automatise. T'es pas... On fait ça pour nous. En fait, c'est ça que je pense qui est intéressant, c'est on fait ça pour nous, on fait pas ça pour les autres. Donc, c'est pas la peine de vendre du... Je sais pas quoi. L'autre fois, j'étais à une soirée, il y avait une avocate, elle a commencé à me jouer du pipeau. T'as l'impression qu'elle sauvait le monde. Je dis, c'est bon. J'en connais des avocats. Il y en a qui sont très sympathiques et brillants, mais j'en connais assez pour savoir que voilà, il y a des, il y en a qui sauvent le monde et puis il y en a qui remplissent des templates. Hein, et c'est ceux-là qui gagnent le plus. Donc voilà. Euh, En fait, et ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très important et beaucoup d'investisseurs immobiliers, ou d'entrepreneurs, c'est typiquement ce qu'on veut, c'est de pas avoir du bullshit, et écouter du bullshit, typiquement les événements où t'as. Alors, je remercie notre partenaire de toujours, la pharmacie du coin de la gare, le tabac, je sais pas quoi, euh, notre CEO, notre PDG, nanana, ça va. Grande déclaration, on veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des gros billets. Pas de grande déclaration, gros billets. Numéro 14, 14 impossible. Impossible, c'est juste ce que disent ceux qui n'ont pas essayé. On peut faire le parallèle avec Elon Musk, on peut faire le parallèle avec ma compagne dont je vous ai déjà parlé avant, qui travaille d'où elle veut, quand elle veut. Voilà. Tout le monde lui a dit que c'était impossible. Pourtant, elle l'a fait. Et Elon envoie des fusées qui réatterrissent toutes seules. Et je crois même, j'ai vu quelque chose là, je crois que Blue Origin, si je dis pas de bêtises, il y a une deuxième firme spatiale qui a réussi à faire réatterrir un lanceur. Donc voilà, tout est impossible jusqu'au jour où quelqu'un l'a fait. On connaît bien la phrase, eux ils la connaissaient peut-être pas, je crois que c'est Napoléon. Ils savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Je suis pas sûr que ce soit Napoléon du tout. Je crois que Napoléon, c'était plutôt impossible n'est pas français. Et dans le impossible, c'est 125% du PIB en taxes. Ça c'est possible, contrairement à ce que vous pensez. Donc, ça c'est le numéro 14. Numéro 15, outside money is plan Z. Dans le business, prendre l'argent des autres crée plus de problèmes que de solutions. Tu perds ton indépendance, tu deviens redevable. Dans l'immobilier,
Bah, si vous associez, faut le faire en connaissance de cause, surtout les personnes qui ont pas beaucoup de moyens et qui s'associent pour aller plus loin. Il faut vraiment que ce soit clair, que qui fait quoi, qui est en charge de quoi. Et dans le business, je pense qu'il y en a qui ont vu passer les vidéos là. C'est Business or Talent, je crois, hein. D'ailleurs, il y a Mathieu que j'avais reçu sur le podcast qui est passé là. Euh, et ben, typiquement, ils rentrent dans les boîtes, les les cinq euh, les cinq associés là qui peuvent rentrer dans ta boîte. Tu vois qu'ils sont pas là pour faire de la figuration, quoi. Donc s'ils prennent 51% de ta société, tu sais que tu vas entendre parler d'eux. Donc voilà, outside money, donc la monnaie d'extérieur, is plan Z, donc c'est le dernier plan à avoir. Comme je vous ai dit, l'opportunité la line in the sand qu'on a refusée. Voilà. Réfléchissez toujours. Pareil, si vous avez une société qu'on vous rachète, peut-être que c'est un bon plan, peut-être que c'est pas un bon plan. Typiquement, je connais quelqu'un qui s'est fait racheter sa société, mais en fait, il était obligé de rester dedans. Donc, en gros, il s'auto-rachetait. C'est-à-dire que, par exemple, on l'achetait pour, je sais plus, c'était 3 ou 5 fois euh, le résultat opérationnel, BE, EBITDA, selon ce dont vous avez l'habitude. Et en gros, il devait rester 3 ou 5 ans. Donc, en fait, c'est lui-même qui s'auto-payer la société. Et après, quand il était plus redevable de ça, et ben en fait, ils ont fait quoi? C'est un groupe qui l'a racheté. Ils lui ont proposé une meilleure position, mieux payée, pour repartir pour 3 ou 5 ans. Donc voilà, quand vous ouvrez votre capital, après parfois on n'a pas le choix, hein, quand on n'a pas de trésor, quand on a un business qui grossit vite. J'avais lu un bon livre, c'était le livre de Phil Knight sur le créateur de Nike. Je crois qu'il s'appelle Shoe Dog. Et tu vois qu'en fait, il a jamais eu d'argent et qu'il a dû faire avec. C'est très très compliqué. Et c'est pour ça aussi parfois quand t'entends parler des startups qui font des exits, je sais pas combien en fait, les fondateurs ils ont été dilués plein de fois et il peut leur arriver plein d'histoires. J'ai aussi écouté une vidéo très intéressante cette semaine sur J'aime plus, je crois. Donc la France était leader des cartes à puce, des cartes SIM, et en fait ils se sont fait racheter par des Américains. En gros, c'est la CIA qui a piqué tout le business à la France, sachant que sinon, bah avant les Américains ils savaient pas faire de carte à puce ni de carte SIM, et puis bah ils ont racheté ça et ils ont viré le dirigeant. Donc c'était très intéressant. Euh, mais voilà, outside money is plan Z. Donc toujours faire très attention sur ça. Numéro 16. You need less than you think. Tu as besoin de beaucoup moins que tu l'imagines, moins de capital, moins de matériel, moins de compétences. Tu peux littéralement commencer avec 3 fois rien. Par exemple, si tu veux aider quelqu'un dans un domaine, si tu as un tout petit peu d'avance, si tu l'as fait, si tu le fais depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, bah en fait, tu es déjà légitime pour l'aider. Moi, quand j'ai lancé le podcast, c'était avec les écouteurs filaires de l'iPhone que j'ai enregistré les premiers épisodes. Maintenant, si vous voyez, j'ai le méga setup là devant moi, les AirPods Max qui coûtent 600 euros. Moi, je les ai achetés de casse, beau micro qui coûte 300 ou 400 euros, un gros écran 32 pouces et tout. À l'époque, j'étais sur mon Mac avec mes écouteurs filaires. Donc voilà, t'as besoin de moins que ce que tu penses pour te lancer. Et je trouve que c'est très intéressant. Il y a un livre que j'ai pas lu qui s'appelle Lean Startup, mais je crois que c'est un peu le même concept, c'est-à-dire commence avec peu et au pire, bah si tu craches, ça t'aura coûté moins cher que si t'as besoin de bureau, de je sais pas quoi. Numéro 17, 17, start a business, not a startup. Une startup, c'est fait pour lever des fonds et un business, c'est fait pour gagner de l'argent. Donc voilà, nous, on vise le cash flow, on vise pas les pitchs. Donc ça, c'est un peu, on voit, c'est le côté américain. Si vous êtes un provincial comme moi, vous levez pas des fonds, hein. Mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est faut un business qui crache de l'argent, même si c'est un business pas sexy. En tout cas, au début, euh, et moins un business est sexy, plus moins il y aura de concurrence. Donc plus ce sera simple. Typiquement, pour refaire un parallèle, moi à la base, j'ai une formation d'expert comptable, c'est pas du tout un métier sexy. Et du coup, les études c'était beaucoup plus simple que des études, par exemple, dans le droit.
Alors que je pense objectivement, un expert comptable, par exemple, il gagne plus qu'un avocat. Parce que bah, tu peux déléguer, tu peux automatiser des choses. Euh, donc voilà, c'est même si dans les films, c'est toujours des petits gros chauves, et bah dans les faits, je trouvais que c'était un bon choix d'études. Après, si j'avais su, j'aurais peut-être fait notaire, mais à mon avis, je sais pas, à 18 ans, j'étais pas câblé à mon avis pour arriver jusque-là. Euh, donc voilà. En tout cas, trouver un business qui gagne de l'argent, pas un truc sur des idées, vous allez changer le monde ou quoi, au début en tout cas, je pense que c'est une mauvaise idée. Euh, le 18, je trouvais ça intéressant. C'est quelque chose que je connais pas, donc c'était building to flip is building to flop. Donc construire pour flip pour revendre, c'est construire pour flop, flopper, pour se planter. Donc eux ils disent que si t'as vraiment l'exit, donc la sortie, la revente, euh, dans la tête dès le début, eh ben ça va pas aller, ça va pas fonctionner parce que je pense que t'es pas assez investi. Nous, dans l'immobilier, je dirais que c'est un peu l'inverse. Moi, j'ai toujours fait des bons coups en pensant à comment j'allais revendre, même si j'ai gardé à un moment. Donc, dans l'immobilier, je dirais que ça s'applique pas vraiment, mais ce qui est sûr, c'est que si on fait quelque chose, si par exemple vous êtes investisseur immobilier, vous voulez l'être et vous dites ok, je prends un boulot salarié, admettons que vous êtes à votre compte, ça va, mais vous gagnez pas assez et vous n'avez pas le temps. Vous vous dites ok, je prends un boulot alimentaire pour 6 mois, le temps d'acheter un bien. Eh ben, ça va pas bien se passer. Je vous le dis d'avance parce que vous allez pas être investi et donc dans ce boulot ça va pas bien se passer. Alors que si vous dites que vous allez rester pour toujours, comme on le dit pour sa voiture, hein, si t'avais qu'une voiture dans ta vie, t'en prendrais très grand soin, comme ça doit être le cas avec votre corps. Voilà, building to flip is building to flop. Et le 19, laisse masse. Plus ton projet est léger, plus il est agile. Plus ta vie est légère, plus tu peux bouger vite. Typiquement, moi, j'ai pas de maison, par exemple. Je sais que c'est le rêve de beaucoup, mais la masse ralentit, la légèreté, ça libère. Avoir une maison, ça t'oblige à tondre ton gazon, à voilà, avoir peut-être un paysagiste, à avoir des problèmes de chaudière dont tu es le responsable. Dans le business, c'est pareil. En fait, on a tendance à surcomplexifier. Et moi, le premier, hein, j'ai fait un peu des trucs trop compliqués en fait. Alors que parfois il suffit, voilà, on peut aller sur beaucoup plus simple et euh, et c'est la légèreté qui libère. Donc il y en a qui disent one business, one ID, 1 million. Je crois que c'est ça. Euh, donc voilà, ça peut être un bon mantra. En tout cas, allez pas sur 1 milliard de choses à la fois. Je vois trop de gens, ils veulent se lancer et ils veulent faire 10 000 trucs à la fois, essayer d'être agile, de commencer avec peu, comme je vous le disais dans le point numéro 16, you need less than you think, mais commencer avec peu, une idée, tu fonces, tu la ponces, si ça marche pas, après tu changeras, mais faut pas faire 10 000 produits, 10 000 offres, trop compliqué. Là, par exemple, je vous donne un exemple. En ce moment, on a enregistré un podcast vidéo avec Jonathan qu'on va diffuser. Du coup, je cherche un monteur. Moi, les montages des podcasts, j'ai fait moi-même, mais la vidéo, j'ai pas la compétence. Tu vas voir les monteurs, mais comme c'est compliqué, ils vont te faire un prix pour la vidéo de 1 minute à 3 minutes, 3 minutes, 5 minutes. La plupart des podcasts vidéo, ils font à peu près 1 heure. Pourquoi t'as pas une offre? Voilà. Si vous avez un podcast d'environ 1 heure, ça va vous coûter de temps. Là, j'ai perdu déjà peut-être 2 heures à essayer de trouver un monteur vidéo, sachant que les tarifs, mais il y en a, je pense qu'ils ont pris une formation, gagner 10K en 2 jours grâce au montage vidéo, parce que les tarifs, voilà, quand tu payes plus cher ton monteur vidéo que ce que gagne 10 médecins à la fois, enfin, voilà, je suis assez impressionné des tarifs qui sont proposés, ou alors je me rends mal compte de la charge de travail que c'est, mais voilà. Là, franchement,
si les gens ils sont full occupés avec les devis qu'ils font, c'est des personnes qui facturent 20 000 par mois. Ça paraît un peu élevé pour voilà. Donc et c'est pour ça que j'ai pas de podcast vidéo parce que la légèreté libère, la masse ralentit. Voilà. Conclusion. Donc voilà pour les deux. Vous avez vu, c'est déjà dense. J'ai un épisode de podcast là, on est à 1h04 et j'ai fait à peu près un tiers du livre. Donc il y avait vraiment de quoi raconter. C'est pour ça que ce livre c'est vraiment un banger. Après, vous en doutez, il parle pas d'immobilier dans le livre. C'est moi euh, qui suis parti de là pour ensuite extrapoler. Mais je trouve que c'est vraiment un livre qui est excellent. Et il y a toute la partie là sur laquelle je suis en ce moment, c'est sur la compétition, les concurrents. Et franchement, tout est hyper intéressant. Donc, je ferai sûrement d'autres épisodes. Dites-moi en commentaire ou sur Instagram si vous avez apprécié l'épisode pour savoir si je fais des épisodes suivants là-dessus. Voilà pour les deux premières parties du livre. Et donc, on a déconstruit les croyances qui freinent et comment aller plus simple, plus libre, plus vite et donc plus heureux. Voilà, on fera sûrement donc des autres épisodes sur toujours le business, la liberté, l'investissement et aussi quand même si on est salarié, ça n'empêche rien du tout. Je vous laisse là. Pensez à noter. Merci en tout cas à tous ceux qui ont noté. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Et si vous ne l'avez pas fait, foncez écouter l'épisode de la semaine dernière avec Pierre sur comment louer facilement son appartement, son bien. À très bientôt. Bye bye.